startup puisque tout le monde, presque la majorité, ils ont déjà l'habitude de travailler avec startup. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien, juste pour faciliter ma tâche quant à l'interprétation des résultats, revenir un petit peu, rafraîchir votre mémoire par rapport à la question de l'économétrie, les régressions, les coefficients. Donc, je prends ce modèle qui est une régression linéaire multiple où nous avons une variable dépendante et plusieurs variables explicatives. Ça dépend de votre problématique, bien évidemment. Si vous travaillez sur la croissance Y, ça peut être le PIB en niveau, ça peut être le taux de croissance, X1, X2, X2, X3, ça dépend des variables que vous allez contrôler. Donc, normalement, le capital, le travail, peut-être le taux d'ouverture. Bien sûr, bêta 0, comme vous pouvez remarquer, c'est leur donnée à l'origine, c'est la constante, ou c'est la moyenne. Et bêta 1, c'est le coefficient associé à la variable x1, par exemple. Bon, ça dépend. Et c'est aussi la pente, c'est-à-dire le comportement de la variable. On va voir bêta 2, c'est le coefficient associé à x2, ainsi de suite. Bien sûr, vous pouvez remarquer que y, il n'y a pas d'indice. Et là, si on travaille en données transversales, on aura i, c'est des individus. Donc, yi, bêta 0, bêta 1, x1i, x2i. Donc, c'est des individus. Ça peut être des pays, des entreprises. Donc, si l'indice était, on est dans le cadre des séries chronologiques. C'est-à-dire, c'est des séries chronologiques, c'est un seul individu, un seul pays qui varie dans le temps. Et si on a les deux, I et T, donc c'est les données de panel. C'est-à-dire, nous avons la dimension individuelle et la dimension temporelle. Bien sûr, si nous avons la dimension individuelle dans le cas des données transversales, donc c'est la variabilité inter. Puisque nous avons des individus, on va exploiter la variabilité entre les individus. C'est cette variabilité qu'on va exploiter pour avoir des informations. Si nous avons T, c'est-à-dire que nous n'avons qu'un seul pays, ou un seul individu, ou une seule entreprise qui varie dans le temps, donc c'est la variabilité intra. C'est le within, c'est-à-dire c'est le même individu, comment il varie. C'est pourquoi on l'appelle intra. Et si nous avons les deux, donc on peut exploiter les deux types de variabilité, intra et inter. Bien sûr, on peut parler même des données spatiales. On peut ajouter une autre dimension, c'est la dimension spatiale lorsqu'on travaille avec l'économétrie spatiale. Bien sûr, bêta, les coefficients, vous pouvez remarquer, c'est quoi? C'est bêta, c'est xt, x à la puissance moins 1, et xt, c'est la matrice des variables explicatives, mais transposées. C'est-à-dire, c'est des colonnes qui vont devenir des lignes et des lignes qui vont devenir des fois x à la puissance moins 1. Pourquoi on multiplie xt par x? C'est pour rendre la matrice carrée, pour pouvoir inverser la matrice. Ça, c'est très important. Bêta, c'est la moyenne, c'est le coefficient, parce que dans les sorties qu'on verra tout de suite, nous aurons bêta et nous aurons les quarts types de bêta. Et vous pouvez remarquer que bêta, il dépend des variables explicatives. Bien sûr, avec une hypothèse cruciale, qui est la covariance entre x, les variables explicatives, et le terme d'erreur, qui est absence de corrélation, ce qu'on appelle l'absence d'endogénéité. C'est-à-dire que ces variables explicatives, elles ne sont pas entachées de l'erreur. Il n'y a pas des facteurs dans l'erreur qui peuvent influencer les variables explicatives. Quant à l'écart type ou la variance de bêta, vous pouvez remarquer que la variance de bêta, elle dépend de la variance de l'erreur. Et la variance de bêta, elle nous renseigne sur la précision, parce qu'on va estimer la moyenne et l'écart type. La moyenne, donc on parle de biais, est-ce qu'il est biaisé ou non pas biaisé, en espérance bêta estimée est égal à bêta, et la variance, c'est pour la précision. Donc on verra ça. R carré, vous la connaissez, le coefficient de termination qui est le somme carré expliqué sur somme carré total. Le R carré ajusté, c'est 1 moins, donc c'est juste pour ajuster le R carré. Donc, ça c'était juste pour avoir une idée sur
les régressions généralement, parce que les modèles, c'est des noms qui changent, mais la logique, c'est toujours le même. C'est une variable à expliquer par des variables explicatives. Donc, je vais aller directement vers Stata. Donc, nous avons ici l'interface Stata. Les logiciels, tous les logiciels, ils ont la même logique. La même logique. Vous allez voir que c'est la même chose, que ce soit Stata, que ce soit R, que ce soit Python. Mais l'idée, c'est que R, il est plus puissant, il est efficient. Stata, il est efficace. Mais on verra par la suite que R, il est efficient, il est gratuit. Tout d'abord, on n'a pas besoin à chaque fois de chercher les versions parce qu'ici, nous avons Stata 17. Nous allons voir qu'il y a des packages que dans 15 qui ne se trouvent pas dans 17. Vous allez voir ça. Donc, nous avons comment importer les données. C'est comme tous les logiciels. On peut y aller vers File, Import. Ça dépend de la base de données, sur quelle forme, sur quel type. Donc, nous avons XLS. Donc, moi, j'ai une base de données qui est XLS. Donc, je clique. Je vais vers Browser pour aller dans mon desktop. Donc, mes données, elles se trouvent dans le bureau, dans Dossier Formation. Je clique Formation. Et puis, je vais tout d'abord travailler avec, j'ai deux bases de données ici pour varier un petit peu les dates. J'ai les secteurs industriels au Maroc. Je clique et bien sûr, ici, il faut toujours cocher cette case. Pourquoi? Vous allez lire Import first row as variable names. C'est-à-dire que la première ligne, elle sera réservée au nom des variables. Pourquoi il faut la cocher? Donc, okay. Donc maintenant, j'ai la base de données, elle est là. Vous pouvez voir les variables. Sinon, je peux y aller ici, dans Data Editor, pour avoir une idée sur les variables. Nous avons ici, nous avons les années de 1985 jusqu'à 2006 pour tous les secteurs, le secteur 15, le secteur 6, c'est des secteurs, l'industrie alimentaire, industrie du tabac, textile, ainsi de suite, c'est des industries, c'est des secteurs. Nous avons des variables telles que la production, l'investissement total, le salaire, le nombre d'établissements, chiffre d'affaires, ainsi de suite, c'est des variables. Donc, j'aimerais bien attirer votre attention pour Stata. Il y a des variables que Stata il ne peut pas identifier. Les variables qui sont en rouge. Si on clique sur Industrie, vous allez voir type, c'est string. Les variables qui sont de format string, Stata il ne peut pas identifier. Donc, il faut les destringuer, c'est-à-dire les rendre. On va voir comment décoder la variable secteur pour que Stata puisse connaître la variable, identifier la variable. Bien sûr, parfois ça arrive même pour les variables, les autres variables. S'ils sont en rouge, c'est-à-dire que avec une couleur rouge, sinon vous cliquez ici, vous allez voir ici long, c'est une variable double ou numérique. Sinon, c'est les strings, il faut distinguer la variable, c'est facile. Vous venez ici, data, et create or change data, other, et vous allez toutes les commandes pour convert variables from string to numérique, ainsi de suite. Donc, c'est facile, c'est pas vraiment, c'est avec le... Donc, là, ce que nous allons faire, nous, on va, puisqu'on va travailler avec les données de panel, on doit déclarer à Stata qu'on va travailler avec les données de panel. Même avec R, il faut déclarer. Donc, nous avons la dimension temporelle, c'est année, et la dimension individuelle, c'est secteur. Donc, je dois tout d'abord décoder secteur. Je vais écrire. Donc, il y a plusieurs façons pour faire la dimension individuelle. Donc, soit je mets encode, c'est-à-dire encoder, le variable secteur, virgule. Donc, il va générer, on va lui dire de generate, c'est une fonction, generate ID. Vous pouvez nommer la variable comme vous voulez. ID, secteur, donc il faut juste changer le nom.
Donc, je clique Entrée. Donc, la variable ID, elle est créée. Elle est là, ID. Donc, je peux changer l'ordre pour qu'il soit en haut, devant année. C'est facile, je mets order, c'est-à-dire changer l'ordre. Order, la variable, je clique sur la variable ID. Je veux mettre la variable après année, donc je mets after. Donc, année. Et voilà, la variable, elle est là. Elle est après ID. Maintenant, je vais dire à Stata que je veux que cette base de données soit une base de données une base de données en données de panel. Donc, il y a plusieurs façons. Soit j'utilise les codes directement, soit je vais directement sur statistiques. Là, je vais profiter pour expliquer un petit peu ce qui se trouve ici. Donc, summary, c'est pour avoir c'est des statistiques descriptives. Vous pouvez aller, vous pouvez voir ce qui est dedans, c'est facile. Linear Model and Related, c'est pour des modèles de régression linéaire, l'hétérocédate, tout ce que vous voulez. Binary Outcomes, lorsque vous avez une variable explicative, une variable à expliquer qui est une variable qualitative binaire, qui prend que deux valeurs. Par exemple, le sexe. Vous cherchez à expliquer le sexe, ou une variable oui ou non, c'est une variable binaire. Peut-être la variable à expliquer, c'est une variable ordinale, par exemple le niveau scolaire, c'est une variable qualitative qui présente un ordre, c'est-à-dire primaire, collégial, secondaire. Donc, une variable categorical outcomes, donc c'est une variable qui présente une variable qualitative, ainsi de suite. Vous pouvez trouver, si vous travaillez avec les séries chronologiques, vous pouvez venir ici, multivariate, séries, c'est var, VECM, SVAR, tout ce que vous voulez, c'est ici. Les données de panel, c'est ici. Même ceux qui travaillent avec l'évaluation des politiques publiques, vous avez également ici, vous pouvez trouver le matching, double différent, tout ce que vous voulez. Même les données spatiales, donc ça dépend. Donc je vais dans longitudinal panel data, setup and utilities, et je vais déclare dataset to be panel data, tout simplement. Donc, il va demander la dimension individuelle, la dimension temporelle. La dimension individuelle, c'est ID. Et la dimension temporelle, je clique, c'est année. Bien sûr, c'est des données annuelles, yearly. Et je mets OK. Donc, vous pouvez voir que panel variable ID unbalanced. Donc, je vais expliquer pourquoi unbalanced. Donc, time variable. Soit vous pouvez utiliser cette commande xt7 id année, donc c'est pareil. Mais moi, je préfère pas travailler avec les deux files comme ça aveuglement. Je préfère que vous sachiez ce que vous faites. C'est pas vous prenez un deux file et vous l'implémentez comme ça aveuglement. Donc pourquoi nous avons une base de données qui est non équilibrée, si vous voulez. Donc il y a soit un secteur qui n'a pas d'observation sur toute la période, et bien sûr, nous verrons qu'on a le secteur 37. Le secteur 37, il est là, code secteur. Donc, voilà, le secteur 37, vous allez remarquer récupération. Vous pouvez voir qu'elle est observée que depuis 1993 jusqu'à 2006. Donc, nous avons deux solutions pour rendre les données de panel équilibrées. C'est-à-dire, les individus, ils sont observés sur toutes les périodes et donc, soit on va éliminer toute la période avant 1993, soit on va éliminer le secteur 37. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si on élimine, donc on va perdre beaucoup d'observations. C'est pourquoi on va éliminer le secteur 37. Donc, pour éliminer le secteur 37, on va mettre drop, c'est-à-dire éliminer, F, je mets vers code secteur, double égal toujours, 37.
Voilà, 4 observations deleted. Donc, nous avons éliminé le secteur 37 et on va refaire, on va déclarer pour une deuxième fois, on va cette fois-ci utiliser que nous avons un historique ici, à gauche, on va l'utiliser, xt7, ID, donc je clique, maintenant, la base de données, elle est équilibrée, son onglet balance. Donc, maintenant, nous avons une base de données qui est balancée. Maintenant, j'ai des variables, je vais travailler avec la production, je vais l'expliquer avec l'investissement et le salaire. Donc, c'est 3 variables. Et par la suite, on peut ajouter d'autres variables, ce n'est pas l'objectif. Donc, la production, l'investissement, le salaire. Bien sûr, je ne vais pas travailler avec les variables en niveau. Pourquoi? Donc, je vais utiliser le logarithme népérien. Vous allez me demander pourquoi le logarithme népérien. Le logarithme népérien est permis de résoudre plusieurs problèmes. Tout d'abord, le problème d'échelle. C'est-à-dire, il y a des variables qui varient avec 4 chiffres, 5 chiffres. Il y a des variables qui varient avec 2 chiffres. Il y a des variables qui varient avec un seul chiffre. Donc, si vous cherchez la corrélation entre des variables qui varient avec, par exemple, 4 chiffres et une autre variable avec, par exemple, 2 chiffres, vous aurez des problèmes l'estimateur sera biaisé. C'est pourquoi on peut utiliser le logarithme népérien pour homogénéiser les données. Vous allez voir, si vous pouvez voir ici les variables. Voilà. Pourtant, ici, les variables ne sont pas, par exemple, ici, c'est 5 899 837. Alors que ici, c'est 660. Donc, lorsqu'on met le logarithme, vous allez voir que ça va être homogène. Donc, on va générer une variable, on va l'appeler ln generate. Pour générer une variable, on va l'appeler comme on veut, production, égale, on va utiliser la fonction log, donc c'est production. La variable, elle est maintenant générée, elle est là. On peut voir la variable, elle est là. C'est un logarithme népérien. On peut générer logarithme népérien également pour la variable investissement. Mais pour variable investissement, nous avons presque 4 valeurs qui c'est des zéros. Le logarithme népérien de 0, c'est pas. Donc, on va remplacer les zéros par 1. On va dire à stata, replace, invest, égale à 1, f, invest, égale à 0, 0. Maintenant, c'est 4 exchange. Donc, c'est-à-dire qu'il y a dans la variable investissement, nous avons 4 valeurs qui portent des zéros. Nous avons remplacé ces valeurs par 1. Pourquoi? On va mettre le ln, et le ln de 1, c'est 0, donc on va retrouver les variables. C'est-à-dire qu'on n'a rien changé. C'est juste une technique pour utiliser le logarithme népérien. Donc, maintenant, je vais générer ln investissement égale log investissement. Donc, elle est générée. Et pour le salaire, la même chose. Je peux utiliser même cette commande et changer ici. Mettre wage, salaire. Et maintenant, nous avons les 3 variables, elles sont générées, elles sont là. Les 3 variables. Maintenant, vous pouvez voir que ces 3 variables, quand même, sont un petit peu homogènes. Ils varient entre
à deux chiffres, 17,17, c'est 14, 15, c'est, là on peut, bien sûr, le logarithme népérien, il n'y a pas que ça. Le logarithme népérien, on peut linéariser avec le logarithme népérien. Vous vous souvenez de la fonction coupe de glace? A, K à la puissance alpha, L à la puissance 1 moins alpha. Lorsqu'on fait introduire le logarithme, c'est le logarithme de A, donc alpha logarithme de K, 1 moins alpha logarithme. Donc, le logarithme, il peut, avec ses caractéristiques, il peut transformer des produits en addition. Donc, et là, il peut linéariser. Et le logarithme népérien, c'est également en termes d'interprétation des résultats. En termes d'interprétation des résultats, lorsque la variable est en logarithme népérien, on peut expliquer la variable comme des élasticités. Donc, c'est même en termes de... Pourquoi? Donc, tout simplement parce que, je reviens ici, parce que bêta, c'est quoi bêta 1? Bêta 1, c'est delta Y sur delta X. Parce que bêta 1, c'est la pente, c'est la dérivée, c'est même la valeur propre. Donc, bêta 1, on peut delta ou la 0y sur 0x1, c'est bêta. C'est-à-dire, il explique la variabilité de y par rapport à x1. Et lorsqu'on met ln, on aura l'élasticité. L'élasticité, c'est delta y sur y sur delta x sur x. Le logarithme népérien, il permet de faire ça. Également, le logarithme népérien, il permet de stationnariser les données. Comment? Donc, vous savez que le logarithme népérien, il a un comportement convergent. C'est-à-dire, si vous avez il répond aux conditions même des nada. Parce que le logarithme népérien, la première dérivée, c'est 1 sur x, et la deuxième dérivée, c'est moins 1 sur x carré. C'est-à-dire, la première dérivée, elle est positive, la deuxième dérivée, elle est négative. Donc, c'est les caractéristiques généralement de logarithme népérien. Maintenant, dans un premier temps, on va faire le modèle Pauling. C'est-à-dire, c'est quoi le modèle Pauling? C'est là, on ne va pas distinguer entre les pays ou entre les secteurs. On va considérer que tous les secteurs ils sont homogènes. Il n'y a pas de spécificité ou des caractéristiques spécifiques à chaque secteur. Là, on n'a pas besoin des données de panel. On peut directement faire notre régression multiple. Soit on peut y aller directement vers statistique et venir ici linéaire régression. Notre dependent variable, donc c'est la variable dépendante, donc c'est ln, production. Les variables à expliquer, donc l'investissement et le wage. Et on peut directement, il y a ici, vous pouvez aller voir les... Donc, vous avez la régression. La commande, elle est là. Vous pouvez utiliser regress ln directement ou aller directement vers statistique comme SPSS, directement avec les menus, travailler. Il y en a ceux qui préfèrent travailler avec les codes s'ils ont l'habitude de faire. Il y en a ceux qui peuvent, avec l'oubli, ils peuvent aller directement vers statistique. Là, je vais m'arrêter là pour expliquer la sortie et pour expliquer presque tout ce que vous avez devant vous, comme ça. Après, vous aurez... Donc, nous avons ce tableau. Le premier tableau, c'est le tableau d'ANOVA. Nous avons source, SS, c'est sum square, degré of freedom, mean square. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, nous avons somme carré total. Modèle, c'est la variabilité expliquée ou la somme carré expliquée par le modèle. Et residual, c'est la somme carrée non expliquée, c'est-à-dire elle est due au résidu. Et nous avons, c'est la somme des deux, c'est la somme carrée totale. Bien sûr, nous avons ici 2 parce que nous avons 2 variables, c'est degré de liberté. Donc, si on prend 981, on divise par 2, on aura la moyenne. La même chose pour 156,31 sur 480, on aura également la variabilité totale, c'est 1138,07. C'est-à-dire que le modèle, il peut expliquer
981. Donc, S'il vous plaît, monsieur, oui. une simple question. D'abord, 483, 21, c'est quoi? بلاتي عفاك. انا j'avais dit au départ en tant que modérateur غادي نخليو واحد 45 minutes ما بين 30 minutes ou 45 minutes pour pouvoir poser vos questions s'il vous plaît. علاش لان عندنا 1h30 1h30 on va pouvoir la gérer. Hein? Je suis désolé hein, désolé pour cette intervention mais non, je préfère que vous gardez votre question et que vous discutez après hein. Je l'ai dit au départ, peut-être que vous n'étiez pas présent. Merci. تفضل سي طارق. Donc, Monsieur, pouvez-vous utiliser le plein écran? c'est le plein, moi, j'utilise le plein écran. Il ne travaille pas sur le PPT, il travaille directement sur Stata. Je travaille sur Stata maintenant. D'accord, merci. Ok, allez-y. Donc nous avons ici number of observation. Donc, nous avons les observations, c'est 484 parce que nous avons les secteurs fois les périodes, on aura ces observations. Le F de Fisher, c'est la valeur de Fisher. Et la probabilité, c'est le F de Fisher, elle teste le modèle dans sa globalité, c'est-à-dire bêta 0 égale à bêta 1 égale à bêta 2 égale à 0. C'est l'hypothèse nulle. Donc, l'hypothèse alternative, elles sont différentes de 0. Nous avons une plus-value, la probabilité, c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisque nous avons inférieur à 5%, c'est-à-dire on est en dehors de l'intervalle d'acceptation de l'hypothèse nulle. Parce que l'hypothèse nulle, elle est acceptée dans l'intervalle à 95%. C'est-à-dire si on est au-delà de 5%, on est dans l'intervalle. C'est-à-dire si on dépasse 5%, on est dans l'intervalle d'accepter l'hypothèse nulle, qui dit que les coefficients ils sont nuls. Alors qu'on est au-delà de l'intervalle d'acceptation de l'hypothèse nulle, c'est-à-dire l'hypothèse alternative, accepter l'hypothèse alternative, qui dit que les coefficients ils sont différents de 0 et significatifs. Donc le modèle dans sa globalité, elle est bon. R squared, vous pouvez l'obtenir tout simplement en divisant 981,75 sur 1138. Vous aurez R carré, j'ai déjà mis la formule dans le PPT, c'est somme carré expliqué, modèle, sur somme carré total. Vous aurez 0,86. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 86,26% du modèle, il est expliqué par ces variables. C'est-à-dire ce qui reste, à peu près 23 et quelques, 23%, ils ne sont pas expliqués. C'est le terme d'erreur. C'est ce qui reste dans le terme d'erreur. Et adjusted R squared, c'est, on ajuste. Tout simplement, la formule, elle est dans le PPT, elle est là. C'est déjà, j'ai montré comment calculer cette. Voilà. Maintenant, je vais vers ce qu'on l'a sorti. Nous avons, dans la première colonne, nous avons ln production, c'est-à-dire la variable à expliquer, c'est la production. Nous avons ln investissement, c'est logarithme de l'investissement, ln wage et la constante. C'est les coefficients, c'est les bêta. Constante, c'est bêta 0, bêta 1, bêta 2. Et nous avons standard error, c'est l'écart type. Standard error, c'est-à-dire que l'écart type de bêta. Donc, T, c'est T de student. Même si on n'a pas ce T, on peut la calculer. Vous pouvez mettre le coefficient 0,13 sur 0,02, vous aurez 4,71. C'est T calculé, c'est bêta sur l'écart type de bêta. La même chose avec ln wage. Et la p-value, même si vous avez p-value, vous pouvez y aller vers la table de students et vous pouvez lire la probabilité associée à 4,71. Même l'intervalle de confiance, c'est quoi? C'est le coefficient moins 2 écarts types, plus ou moins 2 écarts types. Donc, vous pouvez voir que d'après les p-values, nous avons des p-values qui sont presque, donc c'est nul, c'est 0, c'est-à-dire on va rejeter l'hypothèse nulle
qui stipule que les coefficients ils sont nuls, on va accepter l'hypothèse alternative qui dit que les coefficients ils sont différents de 0, c'est-à-dire significatifs. Là, on va comment expliquer 0,13? C'est-à-dire que 0,13, c'est l'effet de l'investissement sur la production. Et puisqu'on met les variables en logarithme népérien, on peut les interpréter comme des élasticités. C'est-à-dire, lorsqu'on augmente l'investissement de 100%, la production augmente de 13,5%. J'utilise le pourcentage parce que c'est des élasticités. Attention. Si nous n'avons pas le logarithme népérien, on va interpréter en termes d'unité. Donc, ce n'est que, normalement, c'est quoi? C'est l'espérance de Y sachant X1. Donc, ce coefficient, c'est quoi? C'est la covariance sur la variance, c'est-à-dire, il nous donne une relation il nous donne une idée sur la relation entre la variable à expliquer et la variable explicative. Même chose pour le salaire, wage. Si on augmente le salaire de 100%, on aura une augmentation de 82% de la production. Et la constante, c'est en absence, c'est-à-dire en absence de l'investissement et l'investissement n'est pas là et l'NWage n'est pas là. C'est Thaler, excusez-moi, il y a, j'interviens. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines questions qui sont posées et qui peuvent bloquer la compréhension. Oui. Alors, je retiens pour un étudiant qui dit qu'est-ce que c'est student deviation versus student error, n'est-ce pas? Oui. Et puis, que signifie 481? Est-ce que c'est le nombre d'observations? Si tu peux rapidement, hein. Oui, Mais s'il oui. vous plaît, ne me posez pas les questions, laissez les questions à la fin, s'il vous plaît. Ah oui, à la fin. Donc, normalement, ce que nous avons ici, je vais revenir vers, nous avons combien de secteurs? Donc, pour voir, nous avons combien de secteurs pour voir je vais organiser source ID, donc pour classifier la dimension ID. Donc, nous avons de 1 jusqu'à 23. Nous avons 23 secteurs. Et les périodes, nous avons de 1985 jusqu'à 2006. Donc, nous avons combien de périodes? Donc, ça doit être 20 périodes, je pense. Si j'ai bien calculé, c'est 20 périodes. Donc, 20 fois 23, on aura 400. C'est le nombre d'observations. 481. 481, c'est quoi? C'est N moins K moins 1. N, c'est le nombre d'observations, 484. Moins, nous avons combien de variables? K, c'est le nombre de variables explicatives. Nous avons 2. Donc, 484 moins 2 moins 1 moins 1, parce que c'est N moins K moins 1. C'est degré de liberté. On aura 481. Donc, c'est le degré de liberté qui reste. C'est-à-dire que, donc, à chaque fois que vous contrôlez des variables, les degrés de liberté vont être baissés. Donc, c'est l'idée. T de students, T, c'est T calculé. Il faut comparer. T de students, c'est le test de students. Et le test de students, c'est donc, normalement, dans les statistiques, nous avons vu plusieurs tests. Test de Fisher, test de students, test de la loi normale, test de Key2. C'est des tests qui vont nous permettre de tester la significativité de la variable. Donc, on doit tout d'abord calculer le T, ce qu'on appelle ce T-là, c'est le T calculé. Donc, c'est le coefficient qu'on aura. Sur standard error, on aura 4,71. On doit comparer ce T calculé avec T tabulé, c'est-à-dire T lu sur la table de students. Si ce coefficient est supérieur à T tabulé, on va rejeter l'hypothèse nulle qui dit que le coefficient il est nul.
et accepter l'hypothèse alternative qui dit que le coefficient il est significatif et les différents de 0 est significatif. Donc, avec le temps, vous aurez, en allant, on va expliquer plus. Donc, ce modèle, c'est un modèle Pauling, c'est-à-dire la constante, c'est une constante pour toutes, donc pour tous les secteurs. Ils ont la même constante. Mais si on peut plotter les données, par exemple, et voir si vraiment, est-ce qu'ils ont vraiment le même. Donc, je vais mettre donc, line. Donc, une variable, je vais, par exemple, prendre ln production sur une variable, par exemple, id, et je plotte. Vous pouvez voir que maintenant, c'est quoi? J'ai régressé, j'ai ploté donc une représentation graphique de LM Production par rapport au secteur. Ils n'ont pas le même moyen. S'ils ont le même moyen, normalement, on aura vu une droite ou un cylindre. Mais vous pouvez voir que, par exemple, le secteur 1, il est là, le secteur 2, il est là, le secteur 3, donc ils n'ont pas le même moyen. Donc, cette hypothèse d'homogénéité, on va la tester. C'est le test de polabilité. Donc, là, on peut, donc c'est le modèle Pauling. C'est-à-dire, on va considérer que les secteurs, ils sont tous pareils. On passe au modèle, on peut contrôler les spécificités individuelles sans passer par les données de panel. Juste, on va mettre régresse, par exemple, régresse. Bon, je vais revenir ici même. Et je vais contrôler les secteurs ID. Je mets I pour contrôler. C'est comme, soit je peux créer des données variables, c'est-à-dire des variables données pour chaque période et pour chaque individu, soit je peux utiliser cet opérateur I.ID. Vous allez voir le résultat. Ici. Vous pouvez voir maintenant que j'ai contrôlé une constante à chaque secteur. C'est-à-dire, maintenant, ce n'est pas tous les secteurs avec la même constante, c'est le modèle Pauling, c'est-à-dire, c'est un modèle où il considère que les secteurs ils sont tous homogènes, ils ont la même constante. Là, j'ai contrôlé chaque secteur avec sa propre constante. Là, par défaut, le logiciel, il prend le premier secteur. Vous allez voir que ici, il y a édition, imprimerie, il y a le secteur 1 qui manque. C'est la référence. C'est par rapport à la référence qui est le secteur 1. Secteur raffinage. Je peux changer. Donc, ce secteur, elle est là. C'est la constante, elle a la valeur. Donc, comment interpréter ces spécificités? On peut interpréter ces spécificités par rapport à la constante. C'est-à-dire comment? On peut donc mettre moins 2 plus 6,08 pour avoir la constante de l'imprimerie. Moins 2,38 plus 6,08 pour avoir la constante de fabrication. Sinon, je peux changer la référence. Donc, la référence, je peux, par exemple, mettre B pour moi désigner la référence. Donc, je peux mettre 2, par exemple, comme référence. Vous allez voir que la référence change. Maintenant, nous avons le secteur numéro 1, le secteur numéro 2, il a changé, même les coefficients. Pourquoi ils ont changé? C'est parce que nous avons changé la référence. Là, pour comprendre l'interprétation, il faut voir, c'est des variables qualitatives, c'est des variables indicatrices. C'est-à-dire, on interprète par rapport à une référence. Par exemple, le raffinage, donc, il a une spécificité positive par rapport à le secteur 2. Fabrication, il a des caractéristiques spécifiques négatives par rapport au secteur 2. Fabrication d'autres positives, donc ainsi de suite.
Donc là, pour bien comprendre l'interprétation lorsqu'on a des variables qualitatives ou des variables indicatrices, donc on va voir avec les modèles, des modèles, surtout les modèles probabilité logique, c'est des modèles avec une variable dépendante qualitative. Je tire votre attention ici pour l'interprétation, il faut être... Donc lorsque nous avons des variables quantitatives, on parle de variabilité. On peut parler de corrélation. C'est-à-dire on peut calculer le covariance YX sur la variance de X. Mais lorsqu'on a des variables qualitatives, avec une variable quantitative, là on parle de test de Fisher. C'est-à-dire généralement on parle des fréquences. On ne parle pas de... Parce qu'on ne peut pas calculer la covariance d'une variable qualitative. Donc là, dans les statistiques, nous avons vu deux types de variables, les variables qualitatives et les variables quantitatives. Lorsqu'on cherche la relation entre deux variables quantitatives, on parle de corrélation de personnes. Mais lorsqu'on a deux variables qualitatives, c'est le test de Kidde. Et lorsqu'on a une variable quantitative et une variable qualitative, c'est le test de Fisher. Donc, là, on peut voir que ces spécificités, elles sont significatives. C'est pourquoi on dit que c'est-à-dire que chaque secteur est là ses propres caractéristiques. Ça veut dire quoi? Caractéristiques aux spécificités. La manière de faire, par exemple, le secteur de raffinage, il n'a pas les mêmes, par exemple, la même main-d'œuvre, la même gouvernance, la même gestion. Donc, il y a des facteurs inobservables. Et ces facteurs inobservables, c'est grâce aux données de panel, on peut les estimer. Donc, et les contrôler. Donc, on peut tester ces coefficients, c'est le test de polabilité. On peut tester si ces coefficients, ils sont, par exemple, est-ce qu'ils sont significatifs? Donc, je peux soit y aller directement vers test ou mettre test, soit aller directement ici et vers post estimation. Ici, et cliquer et chercher les tests. Donc, test, test parameter. Voilà, linear test of parameter estimator. Et aller vers les tests. Donc, on va tester. Donc, soit, je ne peux pas aller avec, soit faire test paramètres, test paramètres, ID. Dire les effets, est-ce qu'ils sont significatifs? Donc, c'est le test de polabilité. Test de polabilité, nous avons une probabilité p-value qui est 0, c'est-à-dire on va rejeter l'hypothèse nulle que ces spécificités sont nulles, c'est-à-dire non significatives, c'est l'hypothèse nulle. L'hypothèse alternative, elles sont significatives. Donc, puisque nous avons une p-value qui est 0, donc on va rejeter l'hypothèse nulle qui dit que ces caractéristiques sont nulles. On va accepter l'hypothèse alternative qui stipule que ces spécificités, elles sont significatives. Donc, bien sûr, là, nous avons implémenté deux modèles. Nous avons le modèle LSDV, c'est-à-dire le modèle demi-variable, c'est-à-dire en utilisant les demi-variables LSDV, c'est less square demi-variable, c'est la méthode directe pour travailler le modèle à effet fixe. On peut travailler le modèle à effet fixe, on aura le même résultat avec les données de panel directement, comme ça. On peut mettre XT pour dire que c'est les données de panel, XT, trig test. Donc, nous avons, donc je vais XT.
avec sur modèle FFX, puis je mets virgule, FI, c'est Fixed Effect. Soit travailler avec cette commande, soit aller directement ici et aller vers les données de panel et linear model, c'est ça, et voilà, choisir la variable à expliquer, c'est LN production, les variables explicatives, c'est LN investissement, LN directement, et choisir Fixed Effects. Nous avons tous les modèles ici, Fixed Effects modèle. Vous allez voir qu'il va donner cette. Donc, OK. Donc, nous avons la commande, elle est là. Et le modèle, il est là. Il faut comparer le modèle. Ici, comparer le modèle avec le modèle, l'estimation directe, LSDV. Nous avons ici 0,0046, 0,80. 0,0046, 0,80 et 4,47 qui est la constante. 4, parce que là, nous avons changé la constante. Lui, il prend la moyenne, il prend la constante. Donc, et bien sûr, on peut avoir les spécificités individuelles en utilisant Predict. On va les appeler FFX. Et on va trouver ici les spécificités individuelles, c'est-à-dire elles sont là, 0,035, 0,0, elles sont, on peut les estimer. Donc, juste pour vous dire ici que le modèle AFFX, on peut l'estimer directement sans recourir aux données de panel avec la méthode directe que nous avons vue dans les slides. C'est LSDV méthode, c'est-à-dire juste contrôler les caractéristiques. Soit on peut y aller vers les données de panel et estimer, utiliser la méthode de Fresh-Vog, c'est-à-dire la transformation within, les écarts par rapport à la moyenne. Et on aura le même résultat. Ici, nous avons la corrélation entre le terme d'erreur, donc je vais normalement, et c'est Fixed Effect, c'est le within regression. Vous avez le within, c'est-à-dire la variabilité within, la variabilité between et la variabilité totale. Donc, la variabilité within, c'est la variabilité intra. Between, c'est inter et over. Bien sûr, la corrélation, il y a une corrélation entre le terme d'erreur, les spécificités individuelles, les spécificités individuelles et les variables explicatives, c'est une corrélation de l'ordre de 42. Bien sûr, ici, nous avons sigma U, c'est-à-dire l'écart type des spécificités individuelles, l'écart type des spécificités, l'écart type de termes idiosyncratiques, et ρ, c'est le rapport entre les deux, c'est fraction of variance due to ui. C'est-à-dire, c'est la fraction qui est due à la variance des spécificités individuelles. Et là, nous avons le test, même ici, nous avons le test pour les spécificités individuelles. Elle est là. F-test, that's all UI equal to 0. C'est-à-dire, c'est le test que toutes les spécificités égale à 0. Et bien sûr, puisque le p-value est inférieur à 5%, on va rejeter cette hypothèse et on va accepter l'hypothèse alternative qui dit que les spécificités elles sont différentes de 0. Donc, ça, c'est modèle AFFX et modèle Pauline. Maintenant, on peut y aller vers le modèle à effet aléatoire. C'est-à-dire que le modèle à effet aléatoire, c'est-à-dire que ces spécificités, ces caractéristiques, ils existent, mais ils sont distribués aléatoirement. C'est-à-dire qu'ils sont distribués d'une manière aléatoire. Là, on va, de la même façon, on peut y aller vers statistiques, vers les données de panel, linear model. Donc, on va choisir modèle
random. Et bien sûr, on aura la commande, elle est là, la même que, sauf après la virgule, on peut mettre FI pour Fixed FX et RE pour Random FX. Donc, nous avons ici le modèle à erreur composé, parce que les spécificités individuelles elles sont dans le terme d'erreur. Bien sûr, la corrélation entre le terme d'erreur et entre les spécificités individuelles UI et X égale à 0, mais c'est assume, c'est-à-dire c'est une hypothèse, parce que ce modèle, il a une hypothèse très forte et qu'il reconnaît la présence des caractéristiques spécifiques, mais il stipule que ces caractéristiques elles sont distribuées aléatoirement dans le terme d'erreur. Et ce qui va donner une idée sur, je peux mettre ici, ajouter θ. θ, il va nous donner le type de, parce que ce modèle a été aléatoire, il utilise les deux types de variabilité. Variabilité intra et variabilité inter. Donc, je mets θ. Pourquoi? Pour avoir θ. Il est là. Regardez, θ, c'est 0,92. θ, c'est quoi θ? C'est ça. θ, je suis sur le slide pour vous montrer. Là, c'est juste pour vous rappeler que lorsqu'on a des modèles à effet fixe, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc, je vais directement vers l'estimateur. Donc, regarde, ici, c'est le pool. Le pool, nous avons que alpha pour tout le monde. C'est le between, c'est des moyennes. Le modèle à estimateur, donc l'estimateur à effet fixe, c'est des écarts par rapport à la moyenne. Regardez, Y et T par rapport à la moyenne. C'est-à-dire, on va éliminer la moyenne. C'est pourquoi, lorsqu'on travaille avec ce type de modèle, lorsqu'on a des variables qui ne varient pas dans le temps, elles vont être éliminées. C'est pourquoi, lorsque vous travaillez avec une problématique où vous avez des variables explicatives qui sont très importantes, par exemple le sexe, donc le modèle à effet fixe, il va les éliminer. Vous n'aurez pas ces variables parce qu'il va. Donc le modèle à effet aléatoire, l'estimateur effet aléatoire, il va utiliser ce θ. Regardez avec moi θ. C'est θ égale à 1. θ égale à 1. 1, c'est 0. Donc 1. Donc on aura le modèle within. Donc les estimations des effets aléatoires sont une moyenne pondérée des estimations between et within. Cet état proche de 1, c'est-à-dire on a la variabilité within. Cet état est égal à 0. On aura le modèle pooling. C'est 0, donc Y et T, et c'est 0, c'est alpha, et c'est 0, c'est X et T, et c'est 0, donc on aura le modèle pooling. Donc c'est en fonction de cet état. Dans la sortie, nous avons θ qui est proche de 1, 0,92. C'est-à-dire que c'est le modèle, déjà, on peut dire que c'est le modèle à effet fixe qui est le plus approprié. Vu la variabilité, c'est la variabilité intra, plutôt c'est la variabilité inter, le within, qui a plus d'importance. Donc là, c'est le modèle à effet aléatoire qui considère que ces spécificités, elles existent, mais elles sont distribuées aléatoirement. Donc, bien évidemment, on peut faire également les tests pour des effets aléatoires. On verra ça, normalement, je vois que le temps ne reste pas et moi, donc, je passe directement au test d'Haussmann pour arbitrer. Donc, je reviens vers le modèle à effet fixe donc, pour pouvoir arbitrer. Donc, je dois storer donc, ces estimateurs, modèle à effet fixe. Et donc, je dois donc, mettre donc, estimate. Donc, les estimateurs, je vais les storer pour pouvoir estimate for pour donc, fixed effect. Et storer également modèle à effet aléatoire.
Je mets ici. Oh. Random FX. Donc, le test d'Haussmann, il permet d'arbitrer entre les deux. Donc, on va faire Haussmann. Arbitrer entre les estimateurs, pas les modèles. C'est-à-dire, ils sont FX, random FX, c'est le test d'Haussmann. Le test d'Haussmann, vous pouvez voir le test d'Haussmann. L'hypothèse nulle, c'est quoi? Test of difference in coefficients not systematic. C'est-à-dire la différence, elle est non significative entre les estimateurs de effet fixe et les estimateurs effet aléatoire. Il n'est pas, donc il n'y a pas de différence. Alors que l'hypothèse alternative, c'est quoi? L'hypothèse alternative est qu'il y a une différence entre les deux. Donc, nous avons une plus-value ici qui dit quoi? Qui dit qu'on doit rejeter l'hypothèse nulle, qui dit qu'il n'y a pas de différence entre les estimateurs fixed effects et les estimateurs random effects. Et accepter l'hypothèse alternative qui dit qu'il y a une différence entre les deux estimateurs. Et puisqu'il y a une différence entre les deux estimateurs, c'est l'estimateur within qu'on choisit tout le temps parce que l'estimateur within, il a une hypothèse et que la corrélation entre les caractéristiques et les variables explicatives, c'est une corrélation différente de zéro, alors que le modèle à effet aléatoire, il dit que la corrélation entre les caractéristiques individuelles et les variables explicatives, elle est nulle et c'est une hypothèse très forte. Donc, généralement, on choisit le modèle à effet fixe, mais ça dépend. Ce n'est pas que généralement, mais ça dépend des données. Si nous avons des données, si nous avons la dimension individuelle qui est très importante, on aura pu choisir le modèle à effet aléatoire. Mais là, nous avons que, donc c'était 23 individus, on peut dire que ces caractéristiques, on peut les contrôler. Mais si nous avons, par exemple, la dimension individuelle de l'ordre de, par exemple, 80, donc là, on peut considérer que ces caractéristiques, elles sont distribuées aléatoirement, surtout avec des données micro. Des données micro, des données d'enquête, c'est généralement les modèles à effet aléatoire qu'on peut utiliser. On peut bien sûr voir d'autres modèles. Bien sûr, vous pouvez voir qu'en termes de coefficients, les modèles, il n'y a pas une grande différence entre les deux modèles. Modèle à effet aléatoire, c'est 0,005, c'est-à-dire, et 0,81. Pour le modèle à effet fixe, c'est 0,004. Mais en regardant le θ, dans le modèle à effet aléatoire, on peut dire, il est où le modèle à effet aléatoire? Il est où le θ? Voilà, le θ, c'est à partir du θ, on peut dire que θ elle est proche de 1. S'il est proche de 1, c'est le modèle, normalement c'est la variabilité inter qui est plus importante, qui donne plus d'informations et qui est plus appropriée. Je ne sais pas si, donc c'est déjà 8 heures. Il y aura, donc normalement, il y a plusieurs tests que j'ai pas fait vu le temps, c'est surtout les tests de l'hétérosidasticité, les tests d'autocorrélation, mais on peut faire ça dans R, parce que dans R, c'est plus facile. Donc, je peux, donc... C'est-à-dire, oui. On aura encore l'occasion de revenir dans une séance 3 à 4 pour le détail. Vaut mieux aller doucement. Toujours, on peut faire les... Oui, alors vaut mieux aller doucement et donner le temps à nos chers doctorants, étudiants, masterisants qui veulent comprendre davantage. Et j'ai vu qu'il y a énormément de questions.
Et donc, la séance, je pense, 45 minutes, normalement, c'est le temps nécessaire où on capte, on essaie de capter. Plus, ça devient un peu difficile. Et donc, je pense à c'est-à-dire qu'avec ta permission, on va donner la parole Oui, oui, à oui, l'auditoire, oui, n'est-ce pas, pour oui. poser des questions. Alors, s'il vous plaît, vous levez la main pour que je puisse désigner une première liste. Alors, je suis en train de vérifier la main levée. Donc, la première liste, c'est Sil Mehdi, le Mrari, il y a Wiham, Ouhabi, et il y a Abdeslam Khadim. Donc, on va donner dans l'ordre que j'ai reçu. Bon, il y a d'autres, hein. Oui. Mamadou, Mounia Battah, Madame Mounia Battah, notre cher professeur, et puis Gout Mohamed, et ainsi de suite. Donc, vous gardez la main levée comme ça, je donne la parole. Mais s'il vous plaît, une question, hein, parce que vous avez vu, la liste, elle est longue. Hein. C'est Mehdi Mrari. Tfadal. Tout d'abord, je vous remercie pour votre enrichissante intervention. J'ai une petite question. Lorsqu'on est face à un non-balanced panel, on a des observations qui varient. Je ne sais pas moi, pour l'individu X, on a 100 observations, l'autre on a 120, l'autre 80. Donc, même si on élimine un individu, on aura la persistance de ce caractère, ce déséquilibre. Alors, quelle manœuvre peut-on faire pour corriger ce dysfonctionnement? Et merci beaucoup. Merci. À vous la parole à Sitarek, rapidement. Donc, l'idée lorsqu'on a des panels non équilibrés, donc là, c'est toujours le problème. Soit on a des individus qui n'ont pas des observations sur toute la période, et ça arrive, par exemple, si vous travaillez avec un échantillon des pays, il y a surtout les pays africains qui ont un manque de données. Et donc là, ce qu'on peut faire, soit on peut travailler avec une période courte où nous avons tous les pays qui ont les observations sur cette période, soit on va travailler avec une période longue et là, on va éliminer les pays qui n'ont pas d'observation sur toute la période. Il y a deux alternatives. On ne peut pas faire d'autres alternatives. Soit on va éliminer les pays, soit on va éliminer les périodes. Bien sûr, il y a d'autres logiciels. Il y a les logiciels qui peuvent prendre, par exemple R. On peut travailler même avec des données manquantes, mais lui, il va prendre que la variabilité pour, par exemple, un pays, là où elle est observée. Et là, on aura des problèmes, il va causer des problèmes d'hétérosidacité surtout. Donc, ce que je peux dire que ça dépend de votre objectif. Si vous êtes intéressé à la dimension individuelle, donc vous pouvez travailler avec une période courte et avoir tous les individus ou tous les pays. Si vous êtes intéressé à la période, la variabilité intra, c'est-à-dire la variabilité entre les périodes, et là, ce n'est pas très important dans les données de panel, c'est notamment la dimension individuelle qui est très importante. C'est surtout la dimension individuelle. Ça suffit, je pense. Merci. Veuillez nous envoyer le lien de l'enregistrement. S'il vous plaît, après, je réglerai ces problèmes-là. S'il vous plaît, pour les questions, Madame Wiham, à vous la parole. Oui, bonsoir monsieur. Merci pour l'organisation de ces webinaires. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, c'est bon, c'est bon. Merci monsieur Taher pour vos efforts fournis. Rapidement, je passe à la question. Ma question concerne les tests de stationnarité en données de panel qui parfois sont exigés pour certaines études. Alors, j'ai une ambiguïté concernant le choix des générations. Il y a les tests de première génération et les tests de deuxième génération. Alors, en regardant les papiers, j'ai trouvé qu'il utilise deux pistes. Il y a ceux qui
qui passent par les tests de dépendance pour trancher entre les tests de première génération et ceux de la deuxième génération. Il y a d'autres qui disent que les tests de deuxième génération ont comblé les limites de ceux de la première génération et ils passent directement à l'utilisation des tests de deuxième génération. Alors moi, je suis perdue. Que faire? Quelle est la bonne piste? Donc, Oui. donc normalement, les tests de stationnarité, pourquoi tout d'abord? Si Oui. vous travaillez avec un modèle panel ARDL, panel VECM, panel VAR, donc Oui. comme vous savez, même pour panel VECM, on fait le test de stationnarité juste pour avoir l'ordre d'intégration. Mais on ne va pas stationnariser. Donc, on va stationnariser que pour travailler avec les modèles panel VAR. Pourquoi? Parce que c'est des modèles de simulation et la stationnarité, c'est très important, surtout pour les tests de Granger, pour avoir les simulations. On ne peut pas simuler alors que le modèle n'est pas stationnaire. Mais pour répondre à votre question, il y a les tests de Madala et où on va voir, c'est les tests de première génération, comme vous avez dit. Il y a les tests de Hadri, il y a les tests de Pedroni. Il y a plusieurs tests de stationnarité. Et ces tests, ça dépend s'il prend c'est en termes de constante. C'est les termes qui prend en considération ces caractéristiques individuelles. Il y a des tests qui vont considérer que ces caractéristiques ils sont constantes. Il y a des tests qui vont considérer que les pentes, ils sont variables, c'est-à-dire le paramètre, c'est-à-dire la pente, le paramètre associé à chaque variable, il varie d'un individu à l'autre. Donc, c'est en fonction de ces restrictions qu'on aura des tests. Mais ce que je peux dire par rapport aux tests de stationnarité, parce que la question de stationnarité, c'est une question très... Donc, on verra la question de stationnarité, surtout dans les données de panel. Donc, si vous travaillez avec un panel ARDL, par exemple, vous n'avez pas besoin de stationnariser. Donc, vous pouvez, parce qu'un panel ARDL, c'est juste, vous pouvez travailler avec des variables intégrées d'ordre différent et vous n'allez pas stationnariser. Mais quand est-ce que vous aurez besoin de stationnariser? C'est le panel VAR. Parce que le VAR, il exige la stationnarité. Même les sorties Impulse Response Function, on va détecter à travers la sortie si les données elles ont été bien stationnarisées ou pas. Donc, c'est pour trancher par rapport à votre question, c'est les tests de la dernière génération, surtout Hadri, elle améliore ces tests, elle améliore les tests de stationnarité. Mais vraiment, c'est pas évident pour les données de panel. Les tests de stationnarité, juste par rapport à un pays, juste par rapport aux séries chronologiques, et c'est compliqué. Est-ce que nous avons des ruptures structurelles? Est-ce que nous avons... Donc, c'est vraiment... Donc, ça dépend de votre problématique. Si vous travaillez, par exemple, sur la question de croissance, vous n'avez pas, par exemple, dans le cas de figure ici, vous n'avez pas à stationnariser les données. Bien. Justement, monsieur, je travaille sur un VAR et sur la causalité au sens de Granger. Et je vois que la question de la stationnarité est exigée. Oui, est exigée dans ce Oui. cas. Parce que le test de Granger, de causalité, soit Granger au sens de... soit causalité au sens de Granger au sens de signe, c'est pareil. C'est parce que Granger, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce qui précède cause ce qui suit. Et si nous avons le temps, bien sûr, celui qui est avancé dans le temps, celui qui est en retard avec le temps, il va causer celui qui est avancé. Donc, ce test, il est valable que lorsque les variables elles sont stationnaires. Et la fiabilité, c'est les données sont stationnaires. Si les données ne sont pas stationnaires, ce test de Granger, il n'est pas fiable. Très bien. Parce que, implicitement, si moi je vous précède, donc je peux causer celui qui va arriver après moi. Très bien, c'est à l'aise parce qu'il nous reste un quart d'heure. Je donne la parole tout de suite à M. El Khadib, Abslam, et après à Mme Mounia. Oui, monsieur, bonsoir. Je vous remercie pour les efforts déployés. Ma question concerne également la stationnarité. Moi, je vais travailler sur l'autocorrélation spatiale sur les données de panel. Est-ce que le fait de rendre les données stationnaires est obligatoire ou non? Merci, monsieur.
Donc, la question de l'économétrie spatiale, bien sûr, on peut parler de stationnarité spatiale. C'est pourquoi on parle de stationnarité, on ne dit pas temporelle, parce que la stationnarité dans les séries chronologiques, c'est la stationnarité temporelle. Et dans les données spatiales, c'est la stationnarité géographique, spatiale. C'est-à-dire qu'une relation, par exemple, dans la région... Et monsieur, c'est l'autocorrélation spatiale sur les données de panel. Oui, je sais. Moi, je parle même des régions maintenant. Oui, Donc, oui, les régions, par exemple, une relation par exemple, la production en relation avec l'investissement dans la région de Lyon, ce n'est pas la production en relation avec l'investissement, par exemple, dans la région de Casa. Et on peut avoir l'autocorrélation, c'est-à-dire entre Casa et Rabat, comme deux régions, il y a de corrélation. Ceux qui habitent à Casa, ils travaillent à Rabat, et ceux qui habitent à Rabat, ils travaillent à Casa. Donc, il y a une autocorrélation même de la variable dépendante. Donc, on peut tester la stationnarité spatiale. On peut faire on va arriver pour les données spatiales. Monsieur, c'est effectué avec le test de Dickey-Fuller, n'est-ce pas? Comment? Ou bien c'est effectué avec le test de Dickey-Fuller, ou bien c'est autre chose? Non, c'est autre chose. Non, c'est pas le Dickey-Fuller. Dickey-Fuller, c'est pour la stationnarité temporelle. On va y arriver parce que nous avons dans le planning, on verra les panels VAR, on verra les panels AITL, donc étape par étape. S'il vous plaît, pour donner la chance aux autres aussi, on passe tout de suite à Madame Professeure Mounia Batta. À vous la parole. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tounsi, Monsieur Idrissi. Je suis très, très ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie pour cette initiative très intéressante. Merci à vous. Et en fait, je rejoins la première question qui a été posée par rapport aux bases de données non équilibrées, dans le sens où on assiste parfois à une base de données où on a des intervalles de temps, des intervalles temporels qui sont différents, qui diffèrent un petit peu au sein de la population. Parfois, on trouve pour un individu, par exemple, un pays, 4 années, un autre 3 années ou plus pour un autre au sein de la même base de donc et on assiste en fait c'est-à-dire qu'on remarque que les auteurs ils estiment quand même ces bases de données non équilibrées. Donc, est-ce qu'il existe des techniques c'est-à-dire estimer de telles bases de données? Et deuxièmement, pour le panel, donc si j'ai bien compris à travers votre exposé, donc il faut quand même estimer un panel FFX, estimer l'effet aléatoire, puis trancher à travers le test Haussmann, c'est ça, pardon. Donc c'est ce qu'il faut faire en fait, c'est la méthode. Donc point d'interrogation. Donc et pour le package, la dernière fois j'ai écrit ma question, mais je l'ai pas posée en fait oralement. Vous avez mentionné un package Woodridge. Oui. C'est pour les bases de données panel, des exemples de bases de données panel, mais en fait j'ai cherché, donc j'ai trouvé un site qui est lié au livre, je pense, de Woodridge. C'est ça? Oui. Donc c'est là où on peut télécharger les exemples de panel pour faire des applications. Ok. Donc ça dépend si Merci vous travaillez. beaucoup. Ça dépend si vous travaillez. Je commence par la dernière question. Si vous travaillez avec, vous voyez R, non? Si vous travaillez avec R, vous avez un package qui s'appelle Woodridge. Il est là. Vous voyez, c'est le package. Il dispose de 115 bases de données. Il y a du bruit, je n'arrive pas à vous entendre. Peut-être un micro qui est laissé ouvert, donc s'il vous plaît. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Laissez juste l'intervenant et celle qui pose ou ceux qui posent les questions. Merci. Donc, je pense, si vous voyez, il y a le package dans R, package Woodridge, il est là. Donc, le package, il y a 115 data. D'accord. Ils sont là. Vous pouvez juste
mettre librairie Woodridge. Pour commencer le nom, il va sortir, Woodridge. Et selon la base de données que vous cherchez, par exemple, les données de base de David Card, dernier prix Nobel. Il a travaillé avec ces données, on peut cliquer ici. Ça, c'est sur R, c'est à R. C'est sur R, oui. Même sur Stata, Même sur Stata, j'ai trouvé sur le site du livre Woodridge, j'ai trouvé des bases de données panel, des exemples, oui. qui sont liés en fait, qui sont liés à des exemples qui figurent au niveau du livre de Woodridge. Oui, je peux vous envoyer le lien pour télécharger même la version Stata. Il y a la version Stata. Oui, c'est ce que j'ai trouvé en fait. R, c'est la première fois que je vois le package sur R, mais sur Stata, je sais que la dernière fois, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé que ça existe, le site. Oui, je peux vous envoyer le lien comme ça. Merci beaucoup. C'est un WRA. Je vais vous envoyer le lien pour télécharger les 115 formats Stata. Je peux juste utiliser des états. Voilà la base de données, il est là de Bitcard. Et même le livre, il est accessible pour les étudiants qui sont intéressés. Il est accessible et gratuit. Merci. Il y a la 7e édition du livre. Écoutez, merci beaucoup. C'est-à-dire, tu peux envoyer le lien sur le chat tout à l'heure quand on terminera. Oui, je vais vous envoyer le lien et comme ça, ils peuvent le télécharger via le site de laboratoire. Il y a même l'enregistrement des vidéos et tout. Ok. Alors, ça, c'était la dernière question posée par Madame Ftah. Les autres questions, est-ce que vous vous rappelez? Ah, oui. C'est pour les bases de données non équilibrées. Voilà, pour la base de données non équilibrée, je vais vous dire une chose qui est très importante. Pour les données de panel, ce qui est très important, c'est vraiment la dimension individuelle. La dimension temporelle, on l'utilise juste pour estimer les variables non observées, ou si vous voulez, les facteurs non observés, les spécificités non observées. C'est même, on va voir avec les méthodes d'évaluation de double différence, c'est juste pour estimer. Si nous avons juste deux périodes, on peut estimer ces caractéristiques non observées. C'est-à-dire ce qui est très important dans les données de panel, c'est surtout la dimension individuelle. Parce que la dimension temporelle, à quoi sert de travailler avec, si on travaille avec la finance, oui, on peut s'intéresser à la dimension temporelle, et surtout les séries chronologiques. Mais dans les données, que ce soit macro, ou bien si on cherche à avoir une idée sur les comportements des individus, c'est toujours ce benchmarking qui est très important, cette comparaison individuelle qui est très importante. Il y a des logiciels qui peuvent utiliser, même si les données, comme vous avez dit, si les données ne sont pas équilibrées, il va utiliser, mais lui, il va sélectionner que là où il y a les observations. Si on n'a pas des observations, il ne va pas considérer cette variabilité. Parce que les deux, c'est quoi? C'est covariant. Merci, c'est à l'heure. Il y a 3 autres intervenants. Il y a Ahlam, je pense que je vais prendre 3 à 4 pas plus. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Alors, il y a Madame Ahlam Ra, et puis après, il y a Yasser Sidri, puis dans l'ordre, il y a Rageb, et puis voilà, les 3 que j'ai. Ça va être juste, puisque je me fais l'honneur normalement de respecter le timing. C'est 1h30, 1h30, pas plus. Oui, Madame Ahlam. Ahlam. Oui, bonsoir tout le monde, Ahlam Ar-Rahmani. Sans trop tarder, s'il vous plaît, monsieur, si vous pouvez revenir à l'interprétation des effets spécifiques individuels qui font référence à la constante, parce que je n'ai pas bien saisi l'interprétation et je veux savoir l'utilité de cette spécification, s'il faut revenir aux effets spécifiques individuels ou juste se contenter des résultats du modèle global. Ma deuxième petite question, vous avez dit tout à l'heure que l'estimateur Wheeling fait référence généralement au modèle à effet fixe, celui between à effet aléatoire. Mais généralement, lorsqu'on estime le modèle, que ce soit à effet fixe ou effet aléatoire, les deux estimateurs apparaissent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Est-ce qu'il faut juste se référer au test de Fisher ou bien pour le modèle à effet fixe se contenter de Wheeling et le modèle à effet aléatoire se contenter de between? Merci beaucoup. Merci. À vous la parole rapidement, c'est Tarek. Oui, donc là, on peut même estimer les effets temporels. Hein. Donc, et j'explique en même temps.
C'est-à-dire l'effet du temps sur... Donc, regardez, on peut avoir les effets temporels, mais ils ne sont pas significatifs. Donc, l'idée des effets spécifiques, c'est l'idée, c'est en contrôle. C'est-à-dire, si vous avez remarqué ici, dans les régresseurs, nous avons ces individus, c'est-à-dire chaque secteur, il sera contrôlé, c'est-à-dire il ne reste pas dans le terme d'erreur. Et ces caractéristiques, juste le fait de les contrôler, c'est très important pour nous. Ça va nous éviter le problème d'endogénité. Parce que si elles restent dans le terme d'erreur, elles peuvent causer un problème d'endogénité. Et dans ce cas, les coefficients, ils vont être biaisés. Donc, comment trancher entre les deux modèles à effet aléatoire? Ce n'est pas que c'est un modèle between. Non, le modèle à effet aléatoire, il utilise les deux variabilités. Et cet état qui va vous donner une idée, cet état, je l'ai déjà montré ici, cet état, il va vous donner une idée sur le type de variabilité utilisée. S'il est proche de 1, c'est la variabilité within. S'il est proche de 0, donc c'est la variabilité between. Bon, parce qu'il exploite les deux. Donc, pour trancher entre les deux modèles, normalement le test, un test statistique, il va faire quoi? Il va normalement voir si les coefficients essentiels, il y a une différence significative entre les estimateurs within et les estimateurs à effet aléatoire, ou bien la différence n'est pas significative. Et dans ce cas, on peut choisir soit le modèle effet fixe ou bien le modèle effet aléatoire. C'est pareil, parce que la différence n'est pas significative. Mais si la différence est significative, dans ce cas, on doit trancher. Est-ce qu'on va choisir le modèle à effet aléatoire ou bien le modèle à effet fixe? Donc, si on va choisir le modèle à effet aléatoire, donc on aura le problème d'endogénité parce que nous avons vu que ces spécificités, elles sont significatives, c'est-à-dire qu'ils ont un effet ils peuvent expliquer notre modèle. Et dans ce cas, on ne peut pas les négliger dans le terme d'erreur. Ils peuvent causer un problème d'endogénité qui est très grave, plus grave que les modèles d'hétérodasticité ou d'autocorrélation. Donc, ça dépend de votre... Peu de temps. Je dois donner, s'il vous plaît, la parole aux deux autres. Il y a M. Yasser, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Une question, s'il vous plaît. Une question. Oui, je vous remercie, cher professeur. J'ai une question concernant le cas où il y a un problème de collinéarité entre deux variables explicatives. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen pour détecter en quelque sorte la présence de cette collinéarité? Et merci. Bien sûr, il y a le test. Le test, il s'appelle test VIF. C'est un test VIF. VIF, d'accord. Ce test, donc je peux le mettre, vous pouvez le mettre n'importe que. Donc, je vais revenir par exemple vers Random Effects. Ce test VIF, c'est l'abréviation de Variance Inflation Factor, c'est-à-dire qu'il y a tester l'autocorrélation, donc pour le modèle, tester l'autocorrélation entre les variables explicatives, c'est la multicollinéarité. Donc, ce test VIF, c'est les moyennes, ils sont par exemple c'est VIF, ils sont supérieurs à 10, on soupçonne d'un problème de collinéarité. Et dans le cas de collinéarité, il faut éliminer une variable, puisque nous avons deux variables dans notre régression. Ces variables sont de corrélation presque parfaite. Il suffit d'avoir un. Donc, éliminer une variable et laisser, parce qu'une variable, elle va prendre le rôle de l'autre variable, puisque ce sont les mêmes. Et même le x', x à la matrice ne sera pas inversible si nous avons un problème de multicollinéarité. Merci. Merci. S'il vous plaît, pour la liste de présence, moi je reçois le lendemain, je reçois la liste de Google où j'ai exactement les étudiants qui ont assisté, etc. Donc je n'ai pas besoin qu'on confirme ou là, et puis la liste je la reçois après. Donc ne vous en faites pas, j'ai l'heure exactement de rentrée, de sortie, etc. Donc, ce n'est pas la peine de me demander à chaque fois est-ce qu'on peut confirmer la date. Normalement, j'ai toutes les données. Merci beaucoup pour la question. Alors qu'il y a
Rageb, Madame Rakia Rageb, à vous la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour la qualité de la formation. Donc, je travaille sur les sociétés cotées en bourse. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que je peux travailler juste avec, par exemple, 20 sociétés ou 25 avec une dimension temporelle de 3 ans ou de 4 ans? Est-ce que c'est faisable ou pas? Et Bonne merci. question. Merci. Oui, À c'est vous la faisable. parole, C'est Stéphane. faisable même avec 2 périodes. Avec 2 périodes, c'est suffisant. Parce que 2 périodes, elles vont vous permettre d'éliminer les facteurs, les spécificités individuelles avec la transformation within. Merci. Merci, Monsieur, monsieur. merci. Monsieur Elroul, Mohamed, la dernière intervention. Monsieur Elroul. Bonsoir. Je tiens tout d'abord à vous... Bonsoir, je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette formation. Ma question est la suivante. J'ai élaboré un cadre conceptuel dans lequel il y a les variables dépendantes et indépendantes et variables de contrôle. Mais j'ai reçu une remarque concernant il ne faut pas écrire les variables, mais plutôt les construire. Mais j'ai jamais vu un article qui traite, qui met en Vous avez, place s'il vous plaît, on les n'arrive pas à construire. vous entendre. S'il vous plaît, on n'arrive pas à vous entendre parce que certainement vous travaillez dans un café ou un truc comme ça, mais il y a beaucoup de bruit. Énormément. Si vous pouvez éliminer ce bruit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sinon, vous posez Maintenant, votre c'est bien, question. non? Sinon- Bien, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Ma question est la suivante. J'ai élaboré un cadre conceptuel, mais j'ai reçu une remarque concernant je ne dois pas écrire les variables, mais plutôt les construire. Est-ce que c'est pareil ou bien il y a une différence entre les deux? Merci infiniment. Oui, c'est à l'air. Comment les construire? J'arrive pas. Peut-être des variables composées. Donc, écoutez, pour les variables, construire les variables, c'est des indices. C'est avec, par exemple, si vous voulez, par exemple, pour ne pas avoir, comme nous avons dit, une inflation de variables, on peut, pour ne pas puiser les degrés de liberté ou les observations pour l'estimation de chaque variable, si on peut les synthétiser dans un indice. Mais moi, franchement, je suis toujours contre cette idée parce qu'un indice, si vous voulez, des variables. C'est en termes d'interprétation, c'est difficile. Mais les variables, construire des variables, bon, ça peut être utile pour 2 ou 3, 4 variables, par exemple, un indice pour le capital humain, ça peut être utile. Madame Battah, vous avez une réponse, vous avez entamé une réponse tout à l'heure. Si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez entamé une réponse sur la question? Oui, j'ai eu mes réponses en fait. C'est juste par rapport à la question, si on doit essayer les deux modèles forcément pour trancher en fin de compte, ou bien est-ce qu'on peut au départ trancher si on va travailler avec le modèle SFX et effet aléatoire. C'est juste ça. Ok, c'est bon. Donc, il nous reste une minute. Il nous reste 1 minute. Loubna, Madame Loubna, à vous, une question, s'il vous plaît, on termine. On ferme. Et de toute façon, au courant de la semaine, vous allez recevoir demain ou après-demain, généralement, l'enregistrement. Vous n'allez pas le recevoir, il sera sur le site du labo. Hein, vous pouvez le télécharger vous-même, n'est-ce pas? Et donc, il n'y a pas lieu à nous poser des questions. Est-ce que vous allez recevoir les enregistrements? La session d'aujourd'hui, cette deuxième séance, vous avez vu qu'il a travaillé en direct sur Stata. Donc, il n'y a pas de PPT. Hein, il n'y a pas de PPT. Donc, directement, vous aurez l'enregistrement. Madame Loubna, à vous la parole rapidement. Merci beaucoup. Rapidement, une question, une petite question, c'est que j'ai un modèle pour N, 12 régions et T, 6 ans. Est-ce que je peux utiliser les données de panel? Oui, bien sûr, parce que vous avez 6 périodes. Donc, oui. Et 12 régions, 6 fois 12, ça fait déjà 72. 72. Bon, c'est déjà des observations que vous pouvez utiliser. Donc,
pour ce nombre d'observations, je peux utiliser les données de panel. Bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je vous remercie toutes et tous. Et je remercie énormément Sitalek pour sa générosité encore. Il nous a démontré encore une fois sa générosité. Et on va se donner rendez-vous certainement au cours de la semaine ou à la fin de séance pour une troisième séance. Alors pour la première séance, alors le lien YouTube, il existe au niveau du site. Et donc, on va essayer de transformer la séance d'aujourd'hui en YouTube aussi. Et je vais la mettre sur le site, Inch'Allah, le plus tôt possible, c'est-à-dire dans les 48 heures ou dans les 72 heures. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous pouvez voir à tête reposée, reprendre un petit peu ce qui a été dit. Et certainement, c'était très intéressant et on remercie énormément Sitalek pour cette intervention.